Un mot sur un mot qu'on n'a pas prononcé, qui est la coopération. On ne peut pas avancer un dossier judiciaire s'il n'y a pas un minimum de coopération judiciaire entre les deux pays concernés, la France et le Maroc. Et c'est beaucoup plus compliqué maintenant à cause du terrorisme, qui est devenu un argument politique, transformé en argument juridique. On refuse de coopérer, ou bien au contraire, on dit non, ne venez pas nous ennuyer, sinon on ne va plus coopérer avec vous pour lutter contre quoi? C'est pas pour lutter pour la vérité, mais contre le terrorisme. Et je pense que c'est un des problèmes. Le chantage. Oui, y compris dans les relations franco-marocaines. Mais donc ça, c'est extrêmement préoccupant pour l'avenir, parce que le juge peut lancer une commission rogatoire, s'il y a un refus de coopérer, et si le gouvernement français ne fait rien politiquement pour amener à respecter un acte de coopération, ça va être compliqué, donc raison de plus pour continuer à se battre. Et dire tout d'abord que je partage complètement ce qu'a dit notre sœur Hayat, c'est-à-dire lié d'abord ce rassemblement de la gauche qu'on rêve toujours, hein, mais qu'il faut qu'il y ait autocritique et que des gens, qu'il y ait une volonté vraiment pour se rassembler, parce que si on se rassemble, peut-être qu'il y aura des avancées, et s'il y a des avancées, parce qu'on a fait un travail commun. Je veux dire tout simplement, je réagis à ce qu'a dit Bachir, que nos amis droits de l'homme au Maroc n'ont pas mis en exergue certains tortionnaires comme par exemple Hussein Slimane. Je lui rappelle que la première liste des 14 personnes, c'était la MDH avec le Front Vérité Suisse. Et le 10 décembre, ils étaient tabassés sur la place publique à cause de cette liste. Donc ils n'ont pas... donc pour eux, pour les militants de droits de l'homme, c'est une question qui est toujours présente. Je réponds aussi pour dire ce qui se passe pour la mémoire au Maroc, ou bien pour lutter contre l'oubli. C'est grâce vraiment aux familles des disparus et des victimes, hein, qui ont fait un travail depuis et qui étaient à la base de la création du Forum marocain Vérité Juste et qui continuent ce travail de mémoire et de lutte contre l'oubli. Mais bien sûr, la manifestation de la vérité ne vient pas toute seule, hein. Elle est liée, surtout pour le Maroc, elle est liée à la lutte politique. La lutte pour la démocratie est principale dans tout ça. On cherche la vérité, mais on ne lit pas. Pour la lutte, pour un état de droit et pour la démocratie, ça va tarder. Et ça, c'est lié aussi avec le rassemblement, bien sûr, de la gauche. Il y a des lueurs d'espoir, mais il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure à notre ami Butin, il y a la situation est très fragile. Il y a les acquis qu'on a obtenus grâce à des luttes, à des sacrifices énormes dans le pays. Il y a plusieurs morts, il y a des séquelles, des gens qui ont été arrêtés des années et des années. Ces acquis, s'ils sont là, c'est pas quelque chose que le pouvoir a cédé. Il était obligé à céder. Et on a vu au 20 février, il était prêt. Le 9, il a commencé à céder. Malheureusement, il y a défaillance de la classe politique. La classe politique est défaillante. La plupart ont été ou bien récupérés pour le pouvoir, achetés, ou bien pour des... On avait espoir sur les jeunes de février, on continue à avoir ce espoir, ce rêve restera, et on a espoir aussi sur ce rassemblement de gauche, hein. Et j'espère qu'il y aura une prise de conscience de tout le monde que aucun courant politique ne possède la vérité tout seul. Mais il faut tendre la main aux autres. Et notre lutte pour la démocratie, pour la vérité, est liée à la lutte pour la démocratie. Et je réponds aussi à Bachir pour dire que si Joseph Tuyal a pu faire ce film, c'est grâce aussi aux militants de droits de l'homme qui étaient derrière lui, qui étaient avec lui. Donc, le travail, bien sûr, j'encourage et je le félicite pour son courage qu'il a fait, mais il y avait des militants de droits de l'homme derrière ce travail. Et là, je leur rends hommage à tout le monde, à tous les militants qui continuent aussi pour la manifestation de cette vérité, et merci.
Je pense aussi qu'il y a ici présent dans la salle différents courants politiques, différentes personnes qui appartiennent à plusieurs tendances, qui ne partagent pas forcément la position de la voie démocratique. La voie démocratique a appelé au boycott parce qu'elle considère que les conditions pour tenir des élections transparentes et libres et démocratiques ne sont pas réunies aujourd'hui au Maroc. Quels que soient ceux qui gagnent dans les élections au Maroc, c'est toujours le ministère de l'Intérieur qui décide. Je voulais juste faire cette parenthèse. Et je partage l'idée qui a été avancée tout à l'heure par le camarade Abdelkrim Ouasseli. La question de vérité, la question sur ces dossiers de disparition, c'est une question, pour moi en tout cas, c'est une question de rapport de force. C'est une question politique. On est face à un État qui a tous les moyens, qui a le monopole de la violence. Je pense la violence symbolique, aussi, mais surtout matérielle. Il a le monopole de l'armée, le monopole des renseignements, le monopole du champ religieux. Et donc aujourd'hui, arriver à la vérité, c'est aussi arriver à démanteler les moyens de répression de ce pouvoir aujourd'hui au Maroc. Voilà, c'est ce que je voulais dire et je te passe la parole à Jean-Pierre. C'est vrai. Sur les militants sur place, qui sont formidables parce que, notamment au moment du pèlerinage organisé à l'époque par le Forum Vérité et Justice vers Tasmamart, ça a été... juste on va raconter un peu l'anecdote, entre guillemets, les services de la Nigri à l'époque, qui était le patron en chef de la DST, me pistaient évidemment depuis mon arrivée, donc je m'étais inscrit pour prendre le bus comme tous les militants, pour être parmi les militants qui partaient à Tasmamart, mais il faut savoir qu'entre Rabat et Tasmamart, il n'y a pas loin de 600 km, et je me suis rendu compte en m'inscrivant, je me suis dit mince quand même, j'ai fait le calcul, ils partent à quelle heure, on arrivera de nuit. Donc de nuit, Tasmamart filmé de nuit, ça ne sert plus à rien, c'est pas la peine, il faut les images de Tasmamart. Donc je suis parti, dans la nuit, pour arriver au petit matin à Tasmamart, aux grandes dames de mes poursuivants, entre guillemets, qui eux pensaient rassurer que j'étais inscrit sur le bus. Au petit matin, j'avais disparu et ils étaient bien inquiets. Ce qui a engendré immédiatement une réaction des services marocains. La Nigri aurait dit au téléphone à ces hommes, il faut récupérer Tual par n'importe quel moyen, ce qui a généré quand même une grosse inquiétude chez les gens qui l'écoutaient, c'est-à-dire les grandes oreilles des services secrets français, puisque j'ai su tout ça beaucoup plus tard évidemment. Mais ils m'ont rattrapé une fois que la caravane est arrivée à Tasmamart. J'avais déjà fait les images, évidemment. On était en train de faire quelques interviews et tout de suite, ils sont devenus menaçants. Ils ont crevé les pneus de la voiture. Ils ont essayé de me choper manu militari pour m'emmener dans leur véhicule. Et à tout moment, j'ai été protégé par un nombre incalculable de militants, c'était extraordinaire, et on s'est réfugié, je me souviens, à l'université des Rachidia, où il y avait plein de jeunes, et ils ont tenu tête, ils ont déployé près de 600 SIM à peu près, il y avait ce qu'on appelle des CRS locaux, quoi, en gros, les CMI, voilà, c'est ça. Et chaque escadron de CMI avait ma photo, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'était Claude Juvénal qui m'avait raconté ça. Et pendant, disons, toute la nuit, nous, on a tenté de monter le reportage de façon à le lancer via le satellite, ce qu'ils n'avaient pas prévu. Et une fois que ça a été fait, on s'est rendu, quoi, parce qu'il n'y avait plus rien à bloquer et la mission était remplie. Mais ces images historiques de Tasmamart, parce que c'est les seuls, Tasmamart, le roi Clé actuel, l'a fait raser. Donc voilà, il ne reste, vu par les images de satellite, on ne voit que les tombes qui sont encore matérialisées, mais c'est tout. Donc Tasmamart, ça n'existe que par l'image, par ces images-là, et c'est grâce aussi, et même surtout, aux militants, parce que sans leur combat sur place, en tenant tête aux compagnies de CIM, jamais on aurait pu, nous, monter tranquillement et diffuser ces images. Merci aux militants de toutes les... La lutte contre l'impunité, par rapport au Maroc, elle est fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale? Elle est éminemment politique. Parce qu'effectivement, le pouvoir assure sa pérennité par l'impunité.
C'est-à-dire, effectivement, vous êtes autorisé à faire tout, on vous donne l'impunité, et en contrepartie, voilà. Donc, la lutte pour la vérité et la justice, c'est une lutte éminemment politique. Et c'est vrai qu'on peut effectivement disserter quelle est la meilleure entrée pour la démocratie. Est-ce que c'est la lutte politique ou est-ce que c'est la lutte par rapport à la question des droits de l'homme et des violations graves? Je pense que la question ne se pose pas. Tout est en parallèle. Tout est en parallèle. Et l'un doit alimenter l'autre. Quant à la question du rassemblement de la gauche, effectivement, j'appartiens au même parti que le camarade. Je pense que le rassemblement de la gauche, il doit passer d'abord par le terrain. Il doit passer d'abord par soutenir les luttes des gens qui sont dans les quartiers, qui sont dans les usines, qui sont tabassés dans la rue. Et effectivement, c'est le socle et c'est le premier pas pour la construction, effectivement, d'une vision démocratique. Je donne un exemple, c'est-à-dire, est-ce que c'est un hasard, par exemple, que deux des présidents de Forum Vérité et Justice sont devenus des présidents d'institutions d'État? Est-ce que c'est un hasard? À mon avis, non. Et le mouvement des droits de l'homme, à mon avis, à mon sens, et ça n'engage qu'au moi, la position de soutien critique est une position mortelle. Effectivement, on aurait dû prendre d'autres positions. Au final, le rapport de l'EUR, qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, on parle d'avancée, il y a le travail. C'est-à-dire qu'il a officialisé des choses qu'on connaissait déjà, mais il a enterré de plus belle aussi le dossier. Actuellement, effectivement, pour le CNDH, l'affaire, elle est terminée. Et voilà, on est là. Mais dans le cas de Mili Ben Barka et des centaines et milliers de disparus dont j'ai eu connaissance dans mes fonctions à l'ONU, c'est une politique. C'est une politique qui s'organise. Il y a des réunions interministérielles, il y a des services de renseignement spécialisés, et c'est pour ça que l'aspect politique est souvent négligé, parce qu'on pense que c'est des bavures, ou c'est des sbires de base, c'est Souchon et Boiteau, c'est... Non, c'est au sommet. Soit c'est une décision politique active, d'une stratégie qui se met en place, comme c'était le cas, par exemple, que j'ai bien connu en Argentine, ou bien c'est une politique active par passivité, si je puis dire. Je ne veux pas le savoir. Et la manière de dire « je ne veux pas le savoir », ça c'est la pire des choses. Parce que ça permet à tous les services de faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils pensent qu'ils sont couverts. En réalité, ils ne sont pas couverts, ils sont des exécutants d'une politique. Je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup pour votre présence. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a une conclusion, s'il y a un point important en tout cas que moi j'ai retenu, c'est la responsabilité de l'État, la question du pouvoir politique qui bloque aujourd'hui le fait qu'on ne sait pas la vérité. Et je pense à un moment ou à un autre, on doit s'organiser et organiser surtout le rapport de force ou le front contre ceux qui gouvernent par l'impunité et à travers l'impunité. Et peut-être ce genre de débat aujourd'hui est un premier pas pour discuter de manière sereine, de manière raisonnée et raisonnable. Et on a écouté tous les points de vue, ou beaucoup de points de vue différents, divergents parfois, convergents, mais je pense que le plus important, c'est qu'on l'a écouté de manière, en tout cas de manière sereine. Merci beaucoup à Joseph Tual qui nous a honorés par sa présence, Louis Joannet, merci beaucoup. Bachir, merci Rachid également, et Abdelkrim. Il y a Maurice Butin qui est présent. Maurice Butin, l'avocat historique de la famille Ben Barka. Merci à Omar. Et merci à tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Et nous vous invitons à un petit apéro qui est juste à l'extérieur si vous voulez qu'on continue à discuter ou à échanger de manière formelle ou informelle. Merci beaucoup.